Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans cette nouvelle séance des 52 minutes d'ICOM France, les musées en leur temps. Donc un rendez-vous mensuel en ligne que nous avons lancé en début d'année et donc qui se tient le dernier jeudi de chaque mois et qui donne la parole à un professionnel de musée pour présenter un projet. Et donc j'ai le plaisir aujourd'hui de présenter et de modérer cette séance et donc j'en profite pour excuser Émilie Girard, présidente d'ICOM France, qui ne pouvait pas ce jour modérer cette séance. Je suis ravie d'accueillir aujourd'hui pour cette séance Paris Musée, donc l'établissement public qui fédère les 14 musées et sites patrimoniaux de la ville de Paris, et plus particulièrement Clémence Renet, qui est donc responsable du développement durable et de la politique RSO de Paris Musée, et Julie Bertrand, directrice des expositions et des publications de Paris Musée. Pour nous parler de durabilité dans les musées, et plus précisément de l'impact environnemental des expositions temporaires de Paris Musée, et de comment calculer cet impact environnemental et comment évidemment pouvoir le diminuer. Donc un sujet essentiel, et je vois que vous êtes nombreux à nous avoir rejoints pour cette séance. Donc un sujet qui nous interpelle, qui nous interroge, qui nous intéresse fortement, car bien sûr nous sommes tous concernés par cette question de l'impact carbone de nos activités professionnelles et des manières de calculer cet impact carbone. Et vous le savez, ICOM France est pleinement engagé à accompagner les musées dans cette transition écologique. Pour les personnes qui suivent nos activités, nos actions, vous avez pu suivre plusieurs soirées débat déontologie, pardon, que nous avons consacrées à ces sujets ces dernières années. N'hésitez pas à aller voir sur notre site internet, puisqu'il y a les publications, les actes de ces soirées débat déontologie, et vous pouvez donc télécharger ces actes. Donc n'hésitez pas à aller voir nos ressources sur le site internet d'ICOM France. Nous avions également l'année dernière impulsé un cycle avec de nombreux partenaires, un cycle consacré au développement durable et au musée. Et pour parler de l'actualité d'ICOM France, avant de donner la parole à Clémence et Julie, juste vous parler de deux projets que nous avons lancés cette année, donc cette année 2024, deux projets liés à cet objectif de décarbonation de la filière. Le premier projet, c'est le projet référentiel carbone, qui est un projet qui est conçu en partenariat avec le ministère de la Culture et qui va réunir d'ici quelques jours, puisque nous allons lancer ce projet dans quelques jours, une quinzaine de musées, des musées qui ne sont pas encore soumis à l'obligation légale de procéder à un bilan carbone de leur structure. Donc réunir ces musées afin de calculer leur bilan carbone et ainsi créer un outil, donc un référentiel, un outil de mesure d'empreinte carbone réplicable. Donc ça, c'est le premier projet. Et le deuxième projet, c'est le projet qui s'intitule Prenons le contrôle du climat, qui a pour objectif la révision de nos normes de conservation, grâce là donc à 10 musées qui participent à cette opération, pour produire des études de cas, à nouveau avec l'idée que ça soit reproductible pour d'autres musées. Et la bonne nouvelle pour ce projet Prenons le contrôle du climat, c'est qu'il a été retenu. Il figure parmi les 13 lauréats du programme Alternative Verte 2 du plan d'investissement France 2030. Donc c'est une très bonne nouvelle pour nous. Il n'y a plus qu'à bosser. Et ça me permet de faire la transition avec l'intervention donc aujourd'hui de Clémence Renet et de Julie Bertrand, puisque vous allez, alors Julie plus précisément, je pense, va nous parler aussi d'un autre, et Clémence, très bien, d'un projet de Paris Musée qui est aussi lauréat d'Alternative Verte 2. Donc je vais vous céder la parole. Donc tout d'abord à Clémence, qui, je le rappelle, est responsable du développement durable et de la politique RSO de Paris Musée depuis 2022, et qui va donc tout d'abord nous présenter de manière générale la politique en termes de durabilité de Paris Musée et du BGES qui a été réalisé, je crois, aussi en 2022. Voilà. Et ensuite, donc, nous laissons la parole à Julie Bertrand, donc directrice des expositions et des publications de Paris Musée, qui va nous présenter des outils de pilotage qui sont encore en phase de test pour justement diminuer l'impact environnemental des expositions temporaires de Paris Musée. Donc, mesdames, je vais vous céder la parole. Donc, vous rappelez du cadre. L'idée, c'est d'être à peu près à 20 minutes d'intervention pour vous deux.
de manière à laisser pas mal de temps après, pour l'échange avec les nombreuses personnes qui suivent, cette séance des 52 minutes aujourd'hui. Voilà mesdames, je vous cède la parole. Eh ben, merci Laure beaucoup et bonjour à toutes et tous. Donc Clémence Renet, je suis responsable développement durable RSO pour l'établissement public Paris Musée. Et aujourd'hui, donc, je vais vous parler de la conception et de la mise en œuvre de la stratégie et du plan d'action de développement durable, principalement axé sur les enjeux environnementaux pour l'établissement public Paris Musée. Donc, je vais commencer tout d'abord par une courte présentation quand même de l'établissement Paris Musée pour ceux et celles qui ne le connaîtraient pas. Donc, Paris Musée, c'est un établissement public sous la tutelle de la ville de Paris qui a été fondé en 2013 et qui a donc en charge la gestion des 12 musées et 2 sites patrimoniaux de la ville de Paris. Alors, les musées et sites qui composent notre réseau vont être de taille et de nature différentes. Il y a des très grands établissements comme par la superficie et la taille des collections, comme le musée Carnavalet, le musée d'art moderne, le Petit Palais, le Palais Galliera, mais il y a aussi des maisons d'artistes comme la maison de Victor Hugo, la maison de Balzac, et puis des ateliers comme ceux de Zadkine et Bourdelle, et 2 sites patrimoniaux aussi comme la crypte et les catacombes. Et on a un musée des arts asiatiques, le musée Cernuschi, le musée Cognac-G, voilà, et j'espère que je n'ai oublié personne, donc un gros réseau. Ces musées sont de taille et de nature différentes. Ils sont également des collections et des typologies d'œuvres qui sont très variées. Et on a également une très grande diversité sur tout le bâtimentaire et l'architecture de ces sites. Donc, notre structure en réseau et cette grande diversité a fait qu'on avait une première contrainte qui était créer et concevoir un plan d'action et une stratégie qui soit à l'échelle d'un réseau et non pas d'un seul établissement. Donc on est parti avec cette première contrainte et on devait aussi tenir compte de moyens et d'équipes qui étaient différents d'un site à l'autre. Pour vous donner quelques chiffres clés de Paris Musée, c'est en 2023 plus de 5,3 millions de visiteurs sur l'ensemble du réseau. Il y a environ plus de 1000 agents salariés qui travaillent pour l'établissement. Il y a environ 25 expositions temporaires organisées par an, plus des animations dans les collections permanentes. Il y a des librairies boutiques et des restaurants dans certains de nos établissements. Il y a toute une activité de location d'espace et de privatisation, entre 200 et 250 par an, avec des tournages, des visites, des défilés, des réceptions. On a plus d'un million d'œuvres pour les collections de l'ensemble des musées. 5% sont présentés et 95% sont conservés en réserve. Il y a 5 sites de réserve aussi qui constituent l'établissement et des ateliers qui vont regrouper différents corps de métiers comme des menuisiers, des encadreurs, des tapissiers et autres métiers d'artisanat. Donc Paris Musée, c'est un acteur public dont l'activité génère des impacts environnementaux et qui a pris très fortement conscience à la fois de manière individuelle par un certain nombre d'agents, mais aussi au niveau de sa gouvernance, de la nécessité et de l'importance de mettre en place une politique qui soit centralisée, structurée, pardon, ambitieuse et qui se fixe des objectifs. Et tout cela toujours en lien avec l'ambition et la politique menée par la ville de Paris, qui est notre tutelle. Plusieurs actes fondateurs de cette politique à l'échelle de l'établissement ont été depuis l'année 2020, année qui a été vraiment cette prise de conscience de la nécessité d'agir et de changer nos pratiques. Donc, il y a plusieurs actes fondateurs qui nous ont amenés à mettre en place cette politique. Donc, il y a déjà la prise en compte des enjeux environnementaux dans la rédaction de notre troisième contrat d'objectifs et de performance, avec vraiment des objectifs fixés sur des secteurs d'activité majeurs, comme tout l'entretien et rénovation des bâtiments, la production des expositions et des publications, ou encore la gestion durable des collections. Il y a eu un engagement fort et une prise d'initiative par la direction des expositions et des publications, et en particulier par le service des expositions, pour mettre en place une feuille de route pour installer l'éco-conception des expositions temporaires. Il y a eu la constitution d'ateliers de travail qui se sont mis en place et qui étaient transverses, qui regroupaient des personnes travaillant sur différents secteurs d'activité pour travailler, mener une réflexion sur ce qu'on pourrait changer, ce qui existait et ce qu'on pourrait changer. Un séminaire des cadres dédié à cette thématique et puis en 2022, la création d'un poste dédié. Donc, ce poste dédié, il était très important parce qu'il répondait aux besoins de coordonner, centraliser et puis créer l'échange et la participation de tous de tous les membres de la structure. Voilà, il fallait une porte d'entrée et un poste qui ait une vision transverse sur toute l'activité.
Il y a eu également en 2023 le vote d'un budget dédié pour soutenir la mise en place des projets de développement durable. Ça également, c'était important parce que ça permettait de donner les moyens nécessaires à la mise en œuvre des actions qu'on allait définir. Donc le plan d'action, on l'a conçu au début de l'année 2023 et on l'a fait voter à notre conseil d'administration le 12 juillet. Donc ce plan d'action, c'est basé sur un état des lieux réalisé justement grâce aux travaux qui ont été menés lors des ateliers, aussi à l'aide d'entretiens avec les directeurs des établissements, les équipes des différents établissements et les directeurs au sein des services centralisés de Paris Musée. Et puis, on s'est toujours appuyé sur les objectifs aussi de la ville de Paris et de son plan climat. Donc, on a travaillé à hiérarchiser, organiser ce plan d'action pour qu'il ait une certaine logique et un bon fonctionnement et surtout une bonne mise en application. Et on l'a organisé autour de 3 axes. Le premier axe, c'est réduire l'impact environnemental de l'ensemble de nos activités. Dedans, on va retrouver tout ce qui va être lié à la décarbonation de notre activité, la préservation des ressources naturelles, protection de la biodiversité, recyclage, revalorisation de nos déchets. L'axe 2, c'est construire les lignes directrices d'une politique de développement durable commune à l'ensemble des musées. En fait, il s'agissait dans cet axe de partir du point de départ que nous étions un réseau composé de différents sites, comme je l'ai présenté. Et en fait, ce réseau, certes, ça complexifie très souvent notre fonctionnement, mais en fait, c'est une force et ça va nous permettre de s'appuyer sur la force de ce réseau pour mettre des actions en place de manière collective au sein de notre institution. Le troisième axe, c'est être un acteur du changement. Là, on est parti du principe que même si nous étions déjà constitués en réseau, il y a beaucoup de choses et de changements des pratiques qui ne pourraient pas se faire sans la contribution des autres acteurs du secteur muséal ou même de manière plus large du secteur culturel. Donc, dans cet axe-là, c'est vraiment être tourné vers l'extérieur, les autres acteurs du secteur culturel et aussi en interne, faire un axe prioritaire du partage de cette stratégie de développement durable, de l'implication et de la formation de l'ensemble de nos agents et également l'implication et la sensibilisation de nos publics. Ce que je vais faire maintenant, c'est vous montrer un petit peu de la rédaction du plan d'action à l'action, les choses qu'on a donc initiées, qui sont en place. Certaines existaient déjà et puis d'autres sont nouvelles. Un des enjeux, c'est vraiment que ce plan d'action, donc il devait être il va porter des actions qui sont transverses à tous les musées, mais il devait aussi permettre à chaque établissement de trouver, certaines actions ou objectifs prioritaires qu'ils pouvaient mettre en place selon justement leurs moyens, leurs points forts ou au contraire leurs faiblesses, enfin faiblesses, leurs difficultés qui pouvaient les empêcher d'en mener d'autres. Donc on est parti de là et voilà quelques-unes des actions. Donc sur l'axe A qui est réduire, comment dire? L'impact environnemental de nos activités, donc une des premières actions qu'on a mis en place, c'est effectivement la réalisation d'un bilan des émissions de gaz à effet de serre à l'échelle du réseau. Donc il a, ce bilan carbone, enfin ce BGS, une double entrée, celle qui est par tous nos sites. Donc, on fait un bilan par site, donc les 12 musées, les 2 sites patrimoniaux. On a inclus aussi la maison de Victor Hugo à Guernesey, puisque ça fait partie de notre réseau. Il y a les sites des réserves, le site des ateliers et notre siège. Ensuite, on part par activités, qui sont les activités classiques qu'on retrouve dans un bilan des émissions de gaz à effet de serre. Nous, on a essayé d'introduire 2 catégories qui ne sont pas généralement exploitées, qui est le numérique. On verra ce que ça donnera parce que, à l'heure actuelle, les méthodes de calcul sur les impacts du numérique ne sont pas spécialement développées. Et puis l'autre aspect, c'est tout ce qui va être lié au fret des œuvres parce qu'on voulait avoir une vision plus précise. On verra ce que ça donne. On attend nos résultats, je vais dire, au début de l'été. Et puis, on va surtout travailler avec ce bilan carbone à reprendre notre plan d'action et à te fixer des objectifs et des indicateurs, cette fois qui soient chiffrés. On va avoir des objectifs de baisse, c'est ça qui est très important. Ce qu'on a décidé de faire, c'est on est passé bien sûr par une consultation publique et on a désigné un prestataire. On fait le bilan en ce moment donc de l'année 2022, mais on a inscrit dans notre marché la réalisation du bilan de l'année 2025. On se disait qu'il était très important de faire une première mesure et puis de vérifier les réalisations qu'on avait pu mettre en place, si elles étaient réellement pertinentes et efficaces. Ce qui est aussi important dans la pratique, c'est que ce premier bilan BGS,
on n'était pas du tout prêt. C'est-à-dire qu'on n'était pas du tout organisé pour la collecte des données qui fait partie de l'exercice. La réalisation du deuxième bilan en 2025, bah, finalement, il nous permet aussi de nous organiser et de changer un petit peu nos documents de suivi, tous nos tableaux, enfin voilà, pour pouvoir avoir cette donnée disponible pour le prochain calcul. Le deuxième point, et ça je ne vais pas du tout m'étendre, c'est toute la politique d'éco-conception des expositions, donc qui est menée voilà, par la direction de Julie, avec une prise en compte vraiment du cycle de vie de la production d'une exposition. Il y a tout un travail qui est fait, et c'est là quand je parlais de choses qui étaient déjà en cours sur l'amélioration des performances des bâtis et des installations techniques. C'est essentiel puisque c'est un gros poste de dépenses énergétiques. Donc là, il y a des travaux qui sont menés pour limiter les déperditions d'énergie. Par exemple, l'année dernière, il y a la verrière du musée Cernuschi qui a été remplacée. Il y a le changement des équipements techniques et l'amélioration de leur pilotage. Ça a été par exemple le remplacement des chaudières à nouveau à Cernuschi ou au musée d'art moderne, des centrales de traitement de l'air au musée d'art moderne ou à Bourdelle. Alors, je vous dis les actions très récentes, mais d'autres musées ont été concernés par ces changements. Voilà, ou aussi des changements qui ont été faits sur la chaufferie pour les ateliers des musées qui ont permis une réduction de 50 de la consommation du chauffage. Il y a également la réalisation d'audits énergétiques et une vraie analyse en fait des dépenses énergétiques de chaque site, tout ça dans un objectif de baisse. On a aussi, alors j'en parle très rapidement comme le temps est contraint, des avancées qui ne fonctionnent pas. Je vous donne un exemple très court, c'est au musée de la vie romantique qui va avoir des travaux de rénovation. On a cherché en fait à améliorer, justement, enfin à faire appel à des énergies renouvelables. Donc on a mené toute une étude pour voir si la géothermie pouvait être installée au musée. Bon, bah, il s'est avéré que, les investissements nécessaires et ensuite, le retour sur investissement serait extrêmement long et que pour ce site, c'était pas favorable. Mais on a fait la recherche. Ensuite, l'axe 2, construire les lignes directrices d'une politique de développement durable commune à l'ensemble du réseau en s'appuyant sur notre force. Quelques exemples, c'est une charte pour des événements plus éco-responsables qu'on a travaillé collectivement et qui désormais sera annexée à tous nos contrats de privatisation. Là, on fait un travail vers l'extérieur pour sensibiliser nos clients de ces espaces. C'est tout ce qui va être autour du réemploi et de la valorisation donc des mobiliers, dispositifs scénographiques d'exposition, mais aussi de tout ce qui va concerner les collections et tout un tas de choses. Donc ça, on essaye de structurer ces démarches-là. Ensuite, il y a tout un point sur la végétalisation des musées. On a beaucoup de sites dans lesquels on a des espaces verts. Donc ça, on collabore avec la ville de Paris pour à la fois faire des inventaires de la biodiversité, regarder quelle est la végétation en place et est-ce qu'elle est propice à la biodiversité parisienne. Et avec la ville de Paris, on travaille aussi à organiser des conférences à destination du public pour les former sur ces questions. On a enfin une politique d'achat responsable. Ça, c'est une action commune avec vraiment un renforcement des clauses et des critères environnementaux dans tous nos marchés. Sur l'axe 3, donc être un acteur du changement. Donc là, on a vraiment un point qui est essentiel, c'est en interne. Il s'agit de sensibiliser, informer, impliquer et former, offrir vraiment une formation professionnelle à nos agents pour qu'ils montent en compétences. Et surtout, on a cette volonté d'impliquer l'ensemble des agents du réseau, que ce soit tous les postes, et ils sont divers et variés, des agents travaillant pour Paris Musée. On a un engagement sur la sortie du plastique à usage unique, également mené par la ville de Paris. Et là, on est en train de certifier différents musées très prochainement pour favoriser en fait un accès à l'eau dans les musées pour les visiteurs et ainsi travailler sur un encouragement à diminuer l'usage des bouteilles en plastique. Donc voilà, ça c'est un travail aussi à l'échelle du réseau où on veut également communiquer auprès du public sur ces actions pour les mobiliser. La sensibilisation et la mobilisation du public est essentielle. Ça, c'est une démarche qui commence à se mettre en place. Donc, par exemple, la Maison de Balzac qui a fait une conférence donc, sur les oiseaux à Paris, appuyée sur la biodiversité présente au musée. Le musée d'art moderne a travaillé aussi un cycle de conférences sur écologie et art et culture. Et le musée Carnavalet travaille aussi pour la rentrée à toute une programmation culturelle sur ces thématiques.
Un point également qui est important, comme je le disais en introduction, c'est travailler avec d'autres acteurs. Donc ça, on participe à des groupes de travail comme le Lab Éco-Scénographie. On est dans un groupe de recherche-action sur les marchés publics. Et puis, on travaille également sur le numérique responsable avec le groupe qui travaille donc sur ce sujet-là. Et enfin, je vais conclure sur Alternative Verte 2 et passer la parole à Julie qui pourra développer. Eh bien, la démarche que nous avons eue en souhaitant présenter un projet pour Alternative Verte 2, c'était également de se dire qu'il y avait vraiment un besoin de travailler en réseau et de manière collective sur ces sujets et de doter les institutions d'outils communs et homogènes. Et pour ce projet, nous l'avons porté, mais ce n'est pas du tout un projet Paris Musée, c'est un projet qui inclut 16 partenaires institutionnels et qui a vocation, bien évidemment, à, à impliquer et à informer toutes les autres institutions pouvant être concernées. Et c'est de la création d'une plateforme. Et ça, j'ai laissé Julie en parler, donc qui doterait notre secteur d'outils pour pouvoir mesurer et analyser son impact environnemental. Je ne peux pas citer, je suis désolée, les 16 institutions partenaires, mais voilà, on communiquera tous dessus et c'est vraiment toute la valeur de ce projet et sa légitimité, c'est que on souhaite travailler cet aspect de manière tout à fait collective et collaborative. Voilà, j'ai dépassé un petit peu le temps, Julie, excuse-moi. Pas de problème. Alors, moi, de mon côté, l'idée était de vous présenter, ce qui a été mis en place, à partir de 2020. Enfin, à partir de juin 2020, on a réfléchi à comment, penser et avoir des outils pour, avoir une démarche, en termes d'éco-conception plus abouti. Et donc on s'est décidé à s'associer avec, la société d'ingénierie culturelle Atemia pour mettre en place un outil de calculateur d'impact carbone. Parce qu'on pensait qu'avec, ce principe de calculateur d'impact carbone, ça pourrait nous aider à, prendre les bonnes décisions ou en tout cas nous guider vers, un pilotage différent en prenant, bien plus en compte ces questions-là, notamment, déjà tout simplement au moment de la mise en place des programmations enfin la programmation des expositions. Actuellement, elle est énormément pensée, en équilibre budgétaire de dépenses et de recettes, et nous, on souhaite qu'elle soit aussi, pensée avec un budget carbone. Et ce budget carbone, bah, pour l'envisager, pour travailler à du prévisionnel carbone, bah, pour ça, il nous fallait des outils et essayer de comprendre comment calculer cet impact de nos expositions. Et donc on a, travaillé presque 2 ans avec Atemia pour, la mise en place de ce calculateur d'impact carbone, qui reste pourtant un outil encore, heu work in progress, parce on est toujours en train d'y repenser, d'essayer de trouver des pistes d'amélioration. On se questionne sur les différentes données qu'on recherche, à travers ce calculateur d'impact. Est-ce que ce sont les bonnes? Est-ce que c'est, la manière la enfin voilà, on tâtonne en tout cas. Et on a actuellement donc 6 expositions qui sont, en train d'être travaillées pour avoir, cet impact carbone d'ici, quelques mois. Alors évidemment dans l'outil, qui est donc, calculateur d'impact carbone, on a, la possibilité de calculer l'impact carbone de l'exposition et de la production de cette exposition, mais on peut aussi, élargir et travailler avec l'ensemble des services et directions qui sont autour d'une exposition pour calculer également l'impact lié au catalogue, à la communication, au déplacement des publics. Enfin voilà, il y a vraiment la possibilité, d'avoir un calcul, très complet. Moi après quand je parlais de penser autrement la programmation, des expositions, je me focaliserais peut-être dans un premier temps sur, l'impact, en termes de prod de l'exposition, même si encore une fois, petit à petit, il faudra inclure, l'ensemble des impacts. Ça c'est une évidence aussi, hein. Voilà, donc d'un côté
on a, alors je ne sais pas du tout si je peux avancer sur, C'est c'est pas moi qui ai la main c'est sur. moi, vous me dites diapositive Oui, suivante. bah, je veux bien, voilà, c'est très bien. Donc il y a deux outils, donc le calculateur d'impact carbone et le questionnaire EcoExpo. Ce questionnaire d'EcoExpo, lui, il est pensé dès la phase de conception et il accompagne tout au long de la production du projet les équipes projet, enfin, en gros, peut-être qu'on peut passer à la page suivante parce que ça montre un tout petit peu la tête de cet outil. Cet outil, il nous permet d'avoir, euh, on obtient oui, on obtient une note sur 20 pour différents aspects, soit sur la conception, la fabrication, le transport, la politique de développement durable de l'établissement, etc. Et donc, c'est un petit questionnaire assez facile qui peut donc être facilement rempli au moment des rencontres en mode équipe projet ou autre mode de rencontre autour d'un projet si vous l'appelez autrement qu'équipe projet. Et donc, on se pose les questions. Est-ce que la scénographie est pensée dans une logique de sobriété? Est-ce qu'on a des contraintes organisationnelles et techniques qui pourraient avoir une influence sur la démarche d'éco-conception? Est-ce qu'on a des équipements multimédia qui sont économes en énergie? Est-ce qu'on a... Enfin voilà, on se pose différentes questions sur l'ensemble du projet au moment de sa conception. Donc très souvent, on n'est pas capable de répondre à l'ensemble des questions. C'est bien pour ça qu'on n'a pas la meilleure note dès le départ. Et petit à petit, en avançant dans le projet, aux différentes phases, que ce soit au moment de la présentation du programme muséographique ou à l'APS ou à l'APD ou à l'ouverture de l'exposition, on se repose ces questions et tout au long du projet, on peut faire évoluer le questionnaire et se rendre compte si oui ou non on a réussi à améliorer l'éco-conception du projet. Donc ça, c'est un des outils. Le deuxième outil, si vous pouvez passer au slide suivant, s'il vous plaît. Merci beaucoup. C'est donc le calculateur d'impact, comme j'en parlais tout à l'heure. Ce calculateur d'impact, lui, il permet donc de rentrer, enfin, il collecte des données auprès des différents prestataires sur sur les différents aspects d'une exposition. Donc, encore une fois, comme je vous disais, ça concerne aussi les publics, ça concerne aussi la communication, ça concerne aussi les éditions, etc. Mais dans l'idée, là, si on se focalise sur la production de l'exposition, on va donc, pour un service exposition, on va devoir remplir des différentes données qu'on va obtenir auprès des prestataires la plupart du temps, hein, en termes de quantité d'utilisation de bois, de métal, de verre, en termes d'unités utilisées par rapport au système d'éclairage, en termes de poids par rapport à la signalétique également. Donc, enfin voilà, on demande plein de données différentes aux différents prestataires. Donc, c'est une collecte de données qui est assez longue. Et ensuite, tout ça est rempli dans un tableur qui va nous calculer l'impact carbone de chaque domaine, c'est-à-dire que ce soit la scénographie, le transport. Et donc, ces impacts carbone, ils vont être regardés par rapport aussi, on va prendre en compte s'il y a une itinérance d'une exposition, c'est pareil, ça va faire baisser un peu la consommation en tonnes équivalent CO2 de l'exposition parce que on part sur le postulat que si une itinérance il y a, en gros, on va avoir le transport, enfin, si on est la première étape, on va avoir le transport aller, le transfert vers la deuxième étape, et la deuxième étape aura la moitié du transfert et le transport retour de ces œuvres.
On pourra aussi considérer que les caisses qui sont réutilisées peuvent être partagées, et cetera. Donc on a une économie en termes de consommation, en tonnes équivalent CO2, quand on a une itinérance, et donc c'est tout ça qui est mis dans le tableur pour, arriver à une certaine consommation. Donc là, pour 2 stalles, le chiffre auquel on arrive pour la consommation, il est de 41,58 tonnes équivalent CO2, par exemple. Donc l'exposition de Stal qui a été fermée au MAM et qui est présentée à Lausanne actuellement. Et donc, ce qu'on trouve comme chiffres, mais encore une fois, ce sont des chiffres très provisoires, et c'est bien pour ça qu'on ne communique pas encore dessus. Là, je vous les donne parce qu'on est en atelier de réflexion avec l'ICOM, mais c'est des chiffres qui nous restent à vraiment vérifier. Mais donc, l'économie liée à l'itinérance est de 13,46 tonnes équivalent CO2. Heu, donc ce qui est quand même, assez conséquent, et la scénographie, elle a été, pensée avec, pas mal de réutilisation, et son résultat actuel est de 13,45 tonnes équivalent CO2. Voilà, et le transport avec, l'économie qu'on fait avec l'itinérance est de 23,60. Donc c'est des chiffres qui sont difficiles à utiliser quand on ne peut pas les comparer avec d'autres chiffres, et c'est bien pour ça que l'idée est d'avancer et de faire, et d'avoir de plus en plus, de comparaisons possibles avec effectivement déjà, les expositions de Paris Musée. Mais comme le dit Clémence, et si on va à la slide suivante, on est donc lauréat d'Alternative Verte 2, on peut passer à la slide suivante. Et donc l'idée est de mettre en place une plateforme avec les 2 outils que je viens de vous présenter, mais aussi avec un outil, cycle de vie. Ces outils, ils sont, déjà, l'idée c'est de les, rendre disponibles au plus grand nombre, mais c'est aussi, l'idée était d'avoir le même type d'outils à utiliser, pour pouvoir, non pas seulement, comparer des chiffres, en interne dans la structure Paris Musée, mais aussi les comparer avec les différentes institutions, privées, nationales, qui seront intéressés, par cette plateforme, parce que je pense que c'est aussi comme ça qu'on peut, avancer et comprendre, les démarches et les efforts, et qu'est-ce que ça a comme conséquence, et comment on peut, justement, améliorer, le enfin, comment on peut améliorer les efforts qu'on veut mettre en place pour, tout ce principe d'éco-conception. Donc c'est vraiment l'idée de, encore une fois, nous à Paris Musée, ce qu'on met en place, c'est pour l'année 2023, 6 expositions qui auront leur, calcul, d'impact, puis à peu près le même nombre en 2024, ce qui nous aidera déjà dans un premier temps à envisager ce prévisionnel carbone et à repenser un peu nos programmations et à les mettre vraiment dans les objectifs de mise en place des programmations, de rentrer avec, ce budget carbone dans la réflexion de la mise en place des prog. Hem et ensuite, plus on aura, de partenaires qui auront la possibilité de discuter avec nous de ces, résultats, plus, on arrivera à vraiment, avoir un impact et de réelles prises de décision, intéressantes sur un changement réel, dans la conception et de nos expositions et la production de nos expositions. Donc c'est un peu ça, encore une fois, l'idée de cette plateforme. Et donc, comme le disait Clémence, avec, 2 partenaires économiques qui sont Athemia et Carbon Prod, et énormément, enfin 16 partenaires, du milieu de la culture. Voilà, donc ça c'est, l'idée. Après, encore une fois, c'est, ce sur quoi je voulais insister, c'est à la base, l'urgence, elle était vraiment de réussir,
à utiliser ce calculateur d'impact carbone le plus vite possible pour réussir à mettre en place cette façon de réfléchir à l'éco-conception de nos expositions différemment le plus vite possible, etc. Et on s'est bien rendu compte que il allait falloir ralentir un peu, que tout ça allait nous prendre beaucoup de temps, que c'était pas si simple que ça. Et c'est pas parce qu'on avait enfin l'outil depuis 2022 qu'on allait réussir à piloter différemment, tout de suite, en un clin d'œil parce que quelque part, ça c'est quelque chose sur lequel il faut faut qu'on en soit tous conscients, mais je pense que vous l'êtes tous, c'est apprendre à travailler différemment, dès le départ, dans les marchés, mettre en place, cette récolte de données, c'est aussi, rajouter ce travail à nos équipes de prod, mais aussi, aux équipes de com, aux équipes des services des publics, aux équipes des éditions, et cetera. Donc c'est prendre en compte ce besoin qui est essentiel, mais qui se rajoute à la charge de travail, globale, de nos équipes et qui rend donc, l'utilisation de ces outils, reste évidemment, passionnante, essentielle, mais pas évidente parce que c'est une charge de travail supplémentaire, heu, qui, heu, qui qui doit être prise en compte dans l'organisation, générale. Voilà. Et donc évidemment, Paris Musée, le fait d'avoir un référent RSO, et après je me doute bien que c'est pas toujours possible, dans les différentes institutions qui sont, représentées, aujourd'hui, ou qui sont pas là aujourd'hui. Mais c'est vrai que d'avoir un référent RSO dans l'institution qui pilote ces questions-là et qui, prend une partie de la charge, de travail des différents, secteurs qui doivent se mettre en ordre de marche par rapport à toutes ces questions, c'est essentiel et une des solutions pour y arriver. Donc voilà, j'espère que j'étais pas trop long, mais j'ai à peu près dit ce que je voulais vous raconter aujourd'hui. Et voilà, et en plus, on a le listing des différents partenaires, qui s'affiche. Parfait. Et donc on laisse peut-être la place aux questions, si j'ai bien compris. Tout à fait. Merci Julie, merci Clémence. En effet, vous êtes très nombreux à suivre cette séance, donc n'hésitez pas si vous avez des questions à poser à Julie et à Clémence. En tout cas, un grand merci pour cet exposé et c'est vrai que là, on mesure à quel point l'idée de travailler sur des outils de calcul, sur des plateformes qui peuvent être partagées à l'ensemble de la communauté des musées, à quel point ça nous sera utile à nous qui sommes des plus petits musées. Là. Donc voilà, que ce soit les différents outils sur lesquels Ecom France, avec ses différents partenaires, travaille actuellement, ou bien sûr cette plateforme que vous avez présentée, portée par plusieurs acteurs institutionnels de grands établissements muséaux notamment. Donc un grand merci pour cette présentation très riche. Y a-t-il des questions? N'hésitez pas à lever la main si vous avez des questions. Moi, je voulais peut-être en poser tout de suite une, peut-être pour savoir en fait au sein des équipes de Paris Musée, que ce soit les équipes scientifiques, de conservation, des services techniques, de la médiation, de la com, comment a été accueilli tout ce travail de collecte de données et de prise en compte des enjeux environnementaux dans la préparation des expositions. Alors, en tout cas, par rapport aux expositions, ça a été très bien accueilli par les conservateurs, par les régisseurs, par l'ensemble des métiers qui accompagnent le commissaire autour d'une exposition. C'était, je pense, que cette envie, elle est commune à tous, de vouloir essayer de réfléchir à concevoir nos expositions en prenant en compte ces enjeux-là. Donc j'ai vraiment pas, eu la sensation ou de remontée de la part de mes équipes, d'un blocage quelconque sur le fait que ça rajoutait du travail et que c'était, potentiellement, dans le cadre des équipes projets, ça rajoute, une réunion supplémentaire que de répondre, ou une réunion supplémentaire où ça rajoute un peu de temps supplémentaire sur une réunion déjà assez longue, en mode équipe projet.
J'ai pas eu de retour négatif après, après encore une fois, c'est plutôt, la charge de travail étant très importante, il y a quand même, une difficulté à réussir à l'inclure systématiquement. Et c'est p j'ai pas la sensation qu'il y ait une mauvaise volonté du tout, mais c'est, dur de changer les habitudes, dur de rajouter, enfin voilà, en termes de temps, ça rajoute, il faut trouver ce temps supplémentaire et pour le moment, bah, on a toujours, autant de projets, toujours autant de enfin voilà, donc c'est pas si évident, donc c'est voilà, c'est pas ça a été très bien accueilli, mais pas si facile à mettre en place. C'est dans ce sens-là aussi où je vous disais, j'avais vraiment une sensation, que, bah, maintenant qu'on a les outils, c'est bon, on y va et on va pouvoir, avoir, le calcul d'impact carbone, le questionnaire rempli à chaque fois et cetera et cetera. Et en fait, j'ai ralenti mes, enfin, je me suis rendu compte qu'il fallait que je sois, plus patiente et que ça allait prendre beaucoup plus de temps et parce que en effet, ça rajoutait du travail à tous et que même si c'était très bien accueilli, c'était pas si simple de le de prendre l'habitude de l'utiliser et puis après encore une fois, ce qui est difficile, c'est que ce sont des outils qui sont pas complètement finalisés et d'ailleurs, le Alternative verte et ce projet, qu'on va faire avec ces 2 acteurs économiques et avec l'ensemble des institutions partenaires, ça va vraiment nous permettre d'améliorer les 2 outils que je vous ai présentés, que ça soit EcoExpo ou le calculateur d'impact. Parce que ce que je vous disais, à travers l'utilisation qu'on en fait, on se rend compte de quelques bugs, on se rend compte de quelques questions qui n'ont pas vraiment de raison d'être, de questions qui manquent, enfin voilà, donc c'est vraiment très évolutif comme outil. Donc c'est ça aussi qui ralentit un peu, mais vraiment très bien accueilli par tous. Mais oui, en effet, je pense qu'on a tous conscience que c'est des changements dans nos manières de fonctionner, de travailler et que Mm. ça peut apparaître comme une surcharge, enfin une charge de travail supplémentaire, mais qu'en fait, c'est plus une question de prisme et de façon de travailler, je pense, pour nous tous, quelle que soit d'ailleurs la dimension et la taille de nos établissements. Il y a une question d'Adèle Boyer. Est-ce que cet outil, donc je pense qu'on parle là de la plateforme, sera gratuit? Tu veux que je réponde, Ah, Julie? oui, vas-y. Vas-y. Alors, on n'en est pas encore tout à fait à cette partie-là du modèle économique, mais ce sur quoi on est parti, c'est que on aura des coûts d'hébergement et de maintenance de la plateforme. Donc, il y aura vraisemblablement un abonnement, mais très modéré en fonction de la taille des établissements pour avoir accès à la plateforme et après, ce sera complètement libre d'utilisation. Mais afin, puisque bah, la subvention accordée par France 2030 va prendre en compte la conception et le développement de la plateforme, donc ça sur une durée de 2 à 3 ans. Mais après, une fois qu'elle se met en œuvre, il n'y a plus aucun financement. Donc c'est pour ça qu'on a réfléchi, nous on voulait que ce soit complètement gratuit, et puis la réalité vraiment nous a rattrapés. Il va falloir qu'on paye des frais voilà, de maintenance et d'hébergement. Et puis en cas de développement de cette plateforme, eh ben, il faudra retrouver des financements pour pouvoir la développer. Donc voilà, à ce jour, le modèle économique qu'on imagine. Après, on va rentrer en phase d'exécution et on va aussi quitter le cadre de préparation d'un projet en équipe réduite et on va passer sur un format collectif. Donc ça, c'est bien évidemment aussi des discussions qu'on aura avec l'ensemble de nos partenaires. D'accord. Et en termes de temporalité, on est sur quelle l'idée que cette plateforme puisse être En fait, ce qu'on aimerait, c'est nous pouvoir, on n'arrivera pas à, ils ont des temps de réalisation, les outils qui sont différents, donc c'est vraiment graduel. EcoExpo pourrait être prêt assez rapidement, le calculateur d'impact carbone après, et puis l'outil d'analyse de cycle de vie. Là, il y a vraiment un travail qui est plus complexe à faire, puisqu'il y a vraiment même une phase de préfiguration pour aller chercher des données pour concevoir l'outil. Donc, voilà, on va phaser. On espère que d'ici, à date d'aujourd'hui, dans 1 an et demi, j'espère, on puisse sortir peut-être le premier outil et qu'on y aille progressivement, sachant qu'on doit aussi trouver un prestataire pour développer la plateforme. Ça va passer par une consultation publique, puisque nous, on est liés aux règles de la commande publique. Donc, c'est une procédure d'appel d'offres qui passe en commission d'appel d'offres. Voilà, donc on a aussi tout ce temps que vous savez peut-être pour la majorité qui peut être long. Donc, voilà.
Merci. Une question complémentaire. Est-ce qu'on a la possibilité, donc toujours d'Adèle Boyer, est-ce qu'on a la possibilité de participer à son affinage et l'utiliser dès à présent? Je vous laisse. Alors, si je comprends, affinage, c'est sur donc la conception de ces outils. Alors, je dois dire que, on a, 16 partenaires et puis on a des musées de notre réseau qui vont contribuer. Les choses se sont faites sur le, enfin, je sais pas comment dire, sur un peu la spontanéité du montage du projet et ça a été des partenaires faits parce que soit tous les partenaires qui sont sur le territoire, on avait l'habitude et on était d'autres groupes de réflexion, donc on les a conviés. Ensuite, il y avait aussi toutes les institutions qui travaillaient avec Carbon Prod aussi autour de l'analyse du cycle de vie, voilà, qui ont été mises au projet. Et puis, il y a un moment, on a arrêté parce que ensuite la gestion de la gouvernance, au-delà de 16 institutions partenaires, n'allait plus être gérable. Donc, je dirais le cercle du travail, pour l'instant, s'est arrêté. Mais en revanche, ce qu'on compte faire, et ça, on doit le redévelopper justement avant la signature de la convention de subvention, c'est réfléchir à comment, au fur et à mesure, on va tenir informé tout le secteur muséal et tous les organisateurs des expositions de nos avancées, de nos réflexions, du calendrier. Il va falloir qu'on diffuse un petit peu nos avancées de travail. Voilà, donc c'est vraiment bien évidemment, on aimerait une collaboration encore plus grande, mais on va être confronté à un système de travail. Il faut qu'on arrive à travailler et au-delà d'un certain nombre, ça va être trop compliqué. Mais c'est vraiment un des enjeux de tout au long du projet de témoigner de l'avancée et d'informations sur ces outils. Bien, merci. Peut-être une autre. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. J'en vois pas d'autres dans le chat. Je vois pas d'autres Et moi, questions. j'en ai une si c'est possible. Tout à fait. Allez-y. Catherine Duprat, oui, bonjour, merci. Catherine Duprat, directrice générale des affaires culturelles de la ville de Bordeaux. Donc à Bordeaux, nous sommes aussi engagés dans un plan de transition écologique, hein, avec nous aussi, on a la chance d'avoir un chargé de mission dédié à ces sujets. Et on aimerait bien participer de l'aventure, mais j'ai bien entendu que maintenant c'était fermé. Mais j'ai une question. Est-ce que vous avez envisagé la certification NF Environnement Site de visite ou pas? Et le cas échéant, parce que je crois pas que vous en ayez parlé, pourquoi éventuellement vous ne l'avez pas fait? Alors, la certification qu'on a envisagée, notamment dans notre contrat d'objectifs et de performance, c'était l'ISO 201-21. Je ne sais pas si je prononce dans le bon nom, qui est sur le management de l'événementiel responsable. Donc ça, c'est dans notre contrat d'objectifs et de performance. Mais là, bah, ça rejoint ce que disait Julie. Obtenir une certification et la mise en place, c'est un travail qui est quand même assez conséquent pour les équipes. Et donc là, on est en train de réfléchir justement à cette certification avec la norme ISO 201-21. Mais finalement, en termes de où est-ce qu'on met les moyens financiers et humains, on a déjà beaucoup de choses qui sont lancées, qui nous permettent quand même d'avancer, d'impliquer. Donc, je dirais, on est plus dans des actions hors certification, mais ça ne veut pas dire qu'on a oublié ce sujet. En fait, c'est qu'on n'arrivera pas à tout faire et que ne serait-ce que le bilan des émissions de gaz à effet de serre à l'échelle de l'établissement, ça demande voilà, beaucoup de travail de la part de toutes les équipes, de tous les sites, de l'implication. Et on s'est dit, on va pas pouvoir tout faire en même temps parce que déjà, on va être moins efficace, enfin, parce qu'on va répartir nos forces, notre énergie. Et puis, bah, c'est pas une bonne expression, mais on va perdre les gens en cours de route. Donc, on a décidé d'y aller progressivement. Et c'est vrai qu'une certification, bah, ça a quand même un coût et ça demande quand même un investissement assez fort. Donc là, je dirais, c'est juste une question de stratégie interne sur comment on met en place enfin, on mobilise les moyens humains et financiers. Et je me permets de compléter, mais je vois que Anne-Claude Maurice l'a également mis dans le chat pour la ville de Bordeaux, s'agissant du projet qui est coporté donc par le ministère de la Culture et Ecom France sur le référentiel carbone, donc qui va concerner une quinzaine de musées qui vont faire l'objet de ce travail tests pour essayer de travailler sur un référentiel carbone et donc que nous sommes en train de sélectionner. Il reste encore des places entre guillemets. Voilà. Donc l'idée étant d'aller chercher des musées qui représentent la diversité des établissements muséaux en France, hein, d'un point de vue géographique, des collections, de la taille des musées,
parce que c'est des réserves externalisées, etc. Donc voilà, il reste encore entre guillemets de la place, donc on peut en discuter. N'hésitez pas à Très contacter. bien. Et ben, volontiers, on reviendra volontiers vers vous, d'autant plus qu'on a toute la diversité des musées, du muséum, en passant par le musée des Beaux-Arts, Voilà, musée donc d'art on peut contemporain. discuter. Je vois d'ailleurs que Ok, Claude avec Maurice, plaisir. Merci. n'hésitez pas. Très bien. Je ne vois plus de mains levées, je ne vois plus de questions dans le chat. Je ne crois pas. Voilà. Et nous sommes à exactement 52 minutes. Donc, on a respecté le contrat. C'est très, très bien. Donc, s'il n'y a plus d'autres questions, je pense qu'on va en rester là. En tout cas, donc un très grand merci à Clémence Renet et Julie Bertrand pour cette présentation qui, je pense, pour nous tous, enfin, on était très nombreux à suivre cette séance, donc je pense qu'on a tous pris beaucoup de notes et je pense que peut-être qu'on sera plusieurs à vous recontacter pour avoir des informations complémentaires. Donc, un grand merci à vous. Je pense aussi qu'on pourra dès à présent noter que vous reveniez dans ces 52 minutes pour nous présenter les résultats de ces actions. Il me reste alors à vous annoncer la prochaine séance des 52 minutes d'ICOM France. Donc, c'est une séance qui aura lieu le 30 mai prochain, donc toujours à 12h30, autour du mois patrimoine déchaîné et de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage. Et on recevra à cette occasion Dominique Taffin, conservatrice générale du patrimoine et ancienne directrice de la Fondation, de la Fondation, et Nadia Weinstein, responsable du programme éducation de cette même fondation. Voilà donc pour la prochaine séance, notez-le dans vos tablettes. Je remercie également Anne-Claude Maurice et Alexia Martinet pour la préparation de cette séance. Et merci enfin à Émilie Girard, dont j'ai vu un très gentil message dans le chat. Voilà, merci à tous pour votre présence et votre fidélité. Et à très bientôt. Merci.